I know how it feel to wake up, fucked up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, mad Buddha abuser. Welcome to the AB Show. Aujourd'hui, M. Fernand Lopez nous fait l'honneur d'être avec nous en pleine Fight Week en direct de Las Vegas. Merci de m'avoir accordé du temps. Salut Ebi, comment vas-tu? Ça va super et toi? Ça va, comment ne pas accorder du temps à Blox? Moi, j'ai pas envie de me faire plus. Ça me fait plaisir. Bon, tous les auditeurs, vous avez l'habitude de voir des podcasts sur les analyses, sur les previews, les pronostics ou plutôt des interviews. Là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir M. Fernand Lopez qui nous apportera son expertise sur le Fight IQ. Parce que voilà, on entend beaucoup ce mot ressortir lors de plusieurs combats. Mais qu'est-ce que c'est réellement le Fight IQ? Je te laisse la parole. Écoute, pour faire simple, je vais expliquer le Fight IQ comme étant, en français, on parle de bioinformationnel. Un système bioinformationnel, ça fait partie des facteurs de performance. Pour faire de la performance sportive de manière générale, il y a un certain nombre de facteurs. On va dire le facteur des qualités physiques, le facteur bioénergétique, c'est ça qui fait qu'on ait l'énergie pendant longtemps. On parle du facteur environnemental, ça peut être l'environnement dans lequel tu combats, est-ce qu'il y a des lumières, est-ce qu'il y a un public qui est hostile à toi. Et puis il y a le facteur bioinformationnel, qui est un facteur qui te fait reconnaître les situations et faire des choix. En gros, va permettre que je puisse lire de loin ce que tu vas faire et que je puisse anticiper. Prenons un exemple simple. Il y a deux boxeurs. Le boxeur A a un peu plus d'expérience. On va dire Fernand Lopez a plus d'expérience que Ebi. C'est la vérité, je suis vieux, j'ai un peu plus d'expérience. On suppose que Ebi, même si on sait que tu es un très bon boxeur, on suppose que tu ne sais pas boxer, moi je sais un peu boxer. Je viens, je boxe avec toi, tu es au courant que je vais te boxer à la tête, tu passes et je touche le foie. Du coup, tu apprends que quand je baisse ma tête, je vais toucher le foie. Et donc, du coup, tu comprends qu'on est en train de boxer. Si je fais ça, tu ramènes ton coude au niveau du foie, tu te protèges le foie. Ensuite, moi, quand je reboxe avec toi, boum, je viens pour toucher le foie. Tu as le coude dessus. Je dis, il a progressé. Du coup, je vais devoir créer une situation où mon intelligence au-dessus de la tienne pour pouvoir contrer ça. Je vais faire quoi? Je vais passer le foie, mais je vais combiner, après le foie, je vais monter en uppercut, par exemple, en chénier, tu vois. Et du coup, je peux te toucher. La prochaine fois, tu as capté, dès que je touche le foie, boum, tu me comptes. Moi, je reviens encore avec un autre plan dans la tête. Je me dis, OK, ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais faire semblant de pencher ma tête. Il va penser que je vais vers le foie, mais je vais mettre un contre-temps avec le bras de l'autre côté. Ouais. Ça, c'est le système bioinformationnel qui est en train. Nos deux systèmes bioinformationnels se battent en mode intelligence contre intelligence. Et donc, il y a des personnes qui ont cette lecture de jeu qui est très facile, qui vont lire rapidement et détecter beaucoup de choses. Tu vois. Enfin, il y a, tu vas prendre deux personnes de même niveau à peu près, de même expérience, mais il y a certains qui ont les connexions qui se font très rapidement et qui calculent rapide. Un peu comme quand on te donne un calcul et on te dit 2 fois 10. Le gars qui n'a pas la méthode, il va compter 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Et puis 2 fois 10, le gars qui a la méthode, il sait qu'on ajoute 0 derrière 2 et puis on a 20. C'est la même chose. Il y a certains parmi nous, comme moi, quand je faisais du MMA, je comptais en mode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis il y a des personnes, puisqu'on est sur la Fight Week de Cyril Gane, je vais donner un exemple comme Cyril Gane, qui va plutôt avoir des gros raccourcis sur des calculs mathématiques. Donc, sur les calculs de combat, son bioinformationnel va lire rapidement les informations, les traiter rapidement et faire des choix justes. Ça veut dire qu'au moment où la situation lui est proposée, au moment où il va recevoir un garde de Volkov, il va devoir calculer rapidement qu'est-ce que je fais. J'ai le choix de reculer, d'esquiver, de donner mon épaule, d'aller chercher les jambes, ou bien de reculer pour contrer, ou bien de chasser, ou bien de bloquer. Tous ces choix-là, il va aller en une fraction de seconde, il va décider ce qu'il va devoir faire parce qu'il a ce côté bioinformationnel qui vient voilà. Donc, voilà un peu un exemple concret de ce que s'appelle le bioinformationnel. C'est juste que le MMA, ce sont des problèmes à résoudre. Et quand il y a des personnes qui galèrent pour résoudre les problèmes, il faut beaucoup réviser, beaucoup apprendre. Il y a des personnes qui sont douées et qui vont résoudre rapidement les problèmes. Les contraintes de temps, ce qu'on appelle les contraintes temporelles, les contraintes décisionnelles. Est-ce que je vais à gauche ou à droite?
Ça s'applique à tous les sports. Hein. Quand tu joues au rugby, tu as joué un peu au rugby non, tu as joué. Ok. Bon, voilà, tu as joué au rugby. Quand tu as la balle, tu as ce qu'on appelle le droit à la charge. Pendant que tu tiens la balle, le camp adverse, un adversaire, il a le droit de te mettre un plaquage. C'est ce qu'on appelle le droit à la charge. Et donc, du coup, tu as des décisions. Tu peux décider de garder la balle, de faire une percussion. Tu peux décider de feinter et de passer la balle à ton pote. Tu peux décider de botter en touche, par exemple. Donc, tous ces choix-là sont ce qu'on appelle les contraintes décisionnelles. Et il y a des personnes qui vont réfléchir longtemps au point où ça prend tellement de temps qu'ils se fait plaquer. Et il y a des personnes qui raisonnent rapidement et qui résolvent rapidement ce problème. C'est le fight IQ. Et on sait que chez certaines personnes, c'est inné. On va dire pour ceux qui ont moins cette faculté-là, est-ce que ça se travaille à l'entraînement? C'est quelque chose que tu peux avoir? C'est quelque chose qui est en général inné. Ça n'a aucun rapport avec l'intelligence. On peut être très instruit à l'école, ne pas du tout avoir un bon fight IQ, ou l'inverse. On peut être pas intelligent du tout et être. Ce n'est pas de l'instruction, quoi. C'est vraiment un secteur d'intelligence. Et il y a des méthodes de développer ça. Le fight IQ, on va le développer avec des situations à thème. Et on va mettre plusieurs situations. D'ailleurs, c'est un peu le fonctionnement du football. Un mec, pour recruter au football américain, tu as une espèce de gros bouquin qu'on te donne, et dans le bouquin en question, il y a des combinaisons et des combinaisons de stratégies possibles. Et tu vas devoir les bûcher, les étudier, et pour être drafté, pour être choisi, on va te choisir parce que tu maîtrises beaucoup de combinaisons comme ça que tu as étudiées dans ta tête. Bah, quand le gars n'est pas doué naturellement, il n'a pas un fight IQ naturel, on peut développer ça en lui mettant plusieurs situations. En gros, ok, voilà, situation A, tu as un gros lutteur qui veut t'amener au sol absolument, au lieu de vouloir mettre des sprawls et tout, bah, essaie de te déplacer. Ensuite, donc ça c'est une situation, on le met en déplacement et machin. Ensuite, le gars en question, quand il se déplace, le lutteur lui fait des feintes et il va envoyer les coups à la tête. Et ensuite, on lui apprend, ok, pendant que tu te déplaces, on peut rajouter une autre situation. On varie plusieurs thèmes et on va construire à chaque fois des cas qu'il va garder dans le cerveau, qu'on va répéter souvent. Et avec ça, on va pouvoir lui donner plein de situations qu'il a déjà vues. Voilà. Et dans le sens où, on va dire, un élève à toi n'a pas forcément le fight IQ, est-ce que à ce moment-là, pendant le combat, le quoi il va être. Comment dire, le quoi va beaucoup jouer là-dessus? Parce que, je prends un exemple, hein, tu as un élève A qui a pas le fight IQ, mais s'il a un bon coin, on va dire, ça peut combler les trous, on va dire. C'est ça. Il y a une adaptation pédagogique à faire sur le coin de celui qui est intelligent, beaucoup intelligent, assez intelligent, et celui qui ne l'est pas du tout. Quand je parle encore de l'intelligence du combat, hein, puisque Fight IQ, c'est simplement l'abréviation du quotient intellectuel du combat. C'est ta capacité à pouvoir gérer les actions de combat et être intellectuel dessus. En gros, si je suis en train de coacher quelqu'un qui n'est pas intelligent, qui n'est pas très intelligent, je ne peux pas trop le laisser en autonomie. L'idéal serait que je lui donne des situations qui sont assez précises, déjà sur l'analyse vidéo de son adversaire, que je puisse analyser au max et que ce que je donne comme information soit archi précis. Ça veut dire que je vais donner un exemple. Il y a quelques années de ça remonte à longtemps, ça fait peut-être 8 ans, j'avais coaché un élève à moi, Sylvain Potard. Ouais. Sylvain Potard avait combattu contre Boubacar Baldé. Blackard. Au 100% fight. Au 100% fight. Je ne sais même pas si tu suivais déjà l'OMA à l'époque. Effectivement, je suivais. Voilà. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris l'information que Sylvain Potard combattait 2 semaines avant son combat. Je savais qu'il sortait du judo. Il n'avait pas de la boxe. Sylvain Potard, ce n'est pas l'un des plus clairvoyants dans ce qui est du fight IQ. Ouais. Et donc, ma méthode a été celle-ci, de lui faire sauter un pas à la corde et de faire qu'il se déplace sur la pointe des pieds. Ma stratégie et ma vision étaient simples. Tu as un one-shot. Si tu le loupes, le one-shot, ça va être difficile.
Et en gros, dans ma stratégie, ce que j'avais prévu, c'était que Boubacar Baldé allait l'attendre pour le KOT, soit par soit avec un genou. Au moment où il allait aller chercher la lutte. Et donc, moi, j'ai pris à contre-pied Boubacar. Je me suis dit, je vais apprendre à Sylvain Potard à fuir le combat. Donc, on a fait toute une stratégie où le rôle, c'était de courir et de cavaler dans le ring. Et vraiment, littéralement, je lui ai appris à fuir, quoi. Genre, aux entraînements, à l'époque, je n'avais pas encore ma salle, on s'entraînait chez Mathieu Nicourt. J'étais encore élève de Mathieu Nicourt à la FFA. J'apprenais à Sylvain à courir, à fuir, à courir. Et donc, il fuyait, il courait, et je lui montrais comment se déplacer pour ne pas qu'on le frappe de dos, qu'il ne prenne pas un kick en passant, tu vois. C'était juste change de direction, cours, et puis change de direction. Et il me dit, mais pourquoi je fais ça? Je vais faire le combat. Finalement, je lui dis, non. Si tu vas tout de suite sur Boubacar, il va te cueillir. Tu n'as pas le niveau pour ce Boubacar, tu ne vas pas lire les informations, il va te cueillir. Mais si tu le frustres et que tu fuis le combat, tu lui donneras l'information que tu as peur de lui. Tu lui feras comprendre qu'il peut se lâcher. Parce que si tu n'as pas peur de lui, il ne va pas se lâcher n'importe comment, il va te piller. Mais si tu fuis, son coach va lui dire, vas-y, il va le coincer, coupe-lui la route, allume-le. Et donc, c'est ce qui s'est passé. On a fait tout un round où je lui faisais signe comme ça. Et quand il me regardait, qu'il voulait s'arrêter, je lui disais non, parce que le public huait. Je lui avais dit, le public va te huer. Il y a des gens qui vont t'insulter. Ça va être pourri. Il y a des gens qui vont... Mais c'est ta seule chance de gagner. Et donc, finalement, on arrive dessus. Et le coaching était simple. Il était celui-là. C'était une adaptation de coaching à quelqu'un qui n'a pas un grand fight IQ. Je lui faisais switching, vas-y, cavale, vas-y, fuis. Et à un moment donné, au deuxième round, d'ailleurs, H est venu me voir en me disant, tu fais quoi, Fernand? Tu es en train de me courir, tout s'est pété, tu fais quoi? Je dis, ne t'inquiète pas, H, ça va, on va s'en sortir. Ne t'inquiète pas, c'est ma stratégie. Laisse-moi, fais-moi confiance, laisse-moi bosser. Il me dit, mais non, il n'y a pas de combat. Et donc, sur le second round, la consigne a été donnée à Bouba, vas-y, on arrête d'attendre, tout l'attend, va le chercher, allume le coin, c'est dans un coin, tu le cadres, allume-le. Du coup, Boubacar s'est mis à foncer dessus. Et le signal, c'était simple. Dès que tu vois le bras arrière de Boubacar partir sur ta tête, change de niveau, amène-le au sol. Boum, bras arrière, il a changé de niveau, il l'amène au sol. Je lui ai dit, monte sur les membres inférieurs, les membres supérieurs, parce que c'est là où il est fort. C'est là où les hommes forts passent les soumissions. Il est monté sur le bras de Boubacar et lui a fait une fin du game. Et finalement, ça a payé. Il a gagné. C'était une anecdote. Donc, si tu veux, c'est une adaptation de combat. Alors que, dans un autre sens, il y a des personnes que j'ai déjà coachées qui refusent de m'écouter et on est d'accord que si jamais elles refusent de m'écouter, 2-3 fois, je comprends qu'il y a quelque chose qu'elles voient que moi je ne vois pas. Ouais. Parce que je considère qu'elles ont un fight IQ. Quand Taylor Lapulus faisait la ceinture du GMC à 66 kg, donc sa deuxième ceinture au GMC, il avait celle de 61 kg, et il faisait 66 kg, donc, il avait un déficit de poids parce que le mec en face était beaucoup plus lourd. C'est pas sa catégorie, 6 kilos. On a pris le combat. Le gars était invaincu, je crois 6-0, 8-0, un truc comme ça. Et on gère le combat. Deuxième round, troisième round, on gère le combat. L'idée, en fait, c'est que si le gars devient agressif à un moment donné, il peut leur mettre un timing et qu'il l'amène au sol. Au bout du quatrième round, Taylor se met à prendre pas mal de coups. On a une grosse avance au point, mais il prend des coups. Et donc, je veux qu'il s'accroche un peu, qu'il se cache un peu, en faisant le timing, l'amenant au sol, comme s'il se récupère au sol. Et je dis à Taylor, timing, change de niveau, timing, Taylor, tu ne m'écoutes pas, timing. Après, j'ai arrêté de crier. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Tu as compris qu'il... ouais. Voilà. Il refusait mon ordre. Enfin, c'est ça le niveau de fight IQ qu'il faut, en fait. Il faut que la personne soit capable de dire, coach, j'ai compris ce que tu dis, mais je sens quelque chose là-dedans que tu ne sens pas. Effectivement, quand je suis à la pause, je lui donne l'eau et puis je me pose, je dis, Taylor, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Il dit, Looking, j'ai plus d'énergie. Si je change de niveau et qu'il se prole sur ma tête, c'est mort, je perds le combat. Là, je préfère danser un peu, changer de direction, faire des déplacements en Z et tout, et je gagne un peu de temps, et comme ça, je vais gagner au point. Là, si je change de niveau, je ne vais pas me relever. Je serai mort. Ça, c'est le coaching qu'on peut donner à quelqu'un qui a du fight IQ. Ouais. Et donc, du coup, effectivement, il avait raison. Parce que lui, il sent la patate du mec. Il sent si le mec est fort. Et moi, je ne le sens pas ça. J'ai des indicateurs, mais ce ne sont que des indicateurs de ce que j'ai vu en vidéo. Ouais. Je sais exactement ce que le mec ressent.
Et donc, du coup, ça, c'est un exemple, une anecdote qui est une manière d'adapter un peu le coaching avec quelqu'un qui est un peu plus intelligent. Ok, bah, très bien, bah, merci pour cette explication. On en saura davantage plus maintenant sur le Fight IQ. Bah, deuxième partie du podcast. Voilà, on a J-3 du combat Volkov face à Cyril Gane. Déjà, comment vous vous sentez à J-3? Comment s'est passée la préparation? La préparation, magnifique. On a eu 3 personnes prépondérantes pour la préparation de Cyril. C'était génial. Il y a eu, pour la première, pour l'une des rares fois où Alan Bouquet n'a pas participé à la préparation de Cyril, parce qu'il a, lui, un adversaire qui est complètement différent de Cyril, et Cyril a un adversaire qui est complètement différent d'Alan Bouquet. Du coup, même si on a beaucoup de poids lourds à la salle, y compris toi, on t'aurait pris, de l'adversaire, quoi, les sparring. on t'aurait pris Boulos, tu n'aurais pas beaucoup aidé pour Volkov, tu vois. Bien sûr, ouais. Donc, du coup, ce qu'on a fait, tu l'as vu à la salle, tu étais là, on est de la même salle maintenant. Donc, tu as vu qu'on a pris Thomas, qui est un boxeur du Glory, ouais, qui a 2 m 2, qui boxe au Glory, qui est classé 7e au Glory. On a pris aussi Mourad Aliev, qui était qualifié pour les Jeux Olympiques en boxe anglaise, c'est le super lourd. Et puis, Paulin Béguet, qui est plus grand je pense qu'il donne bien 4 cm à Cyril. Paulin Béguet, 93 kg, qui a combattu récemment en Hollande. En Hollande. Ouais. Voilà. Donc, du coup, ces 3 mecs sont les personnes qui ont été les sparring principaux de Cyril. Bien entendu, quand il y avait des phases de sol, des phases de lutte, on a des fois utilisé Ahmed Salamov, on a des fois utilisé Nasrudinov, qui s'appelle aussi Nasruddin, qui est un autre gars du Daghestan qui va combattre bientôt pour le contender série. Voilà. Donc, on a travaillé avec ces personnes-là pour le camp d'entraînement, préparateur mental, comme d'habitude, Ousmane, Benjamin, préparateur physique, comme d'habitude, Ryan Gillet, fait un boulot de ouf. De ouf avec Cyril Gane et Nassoudine Imavov. C'est quelqu'un qui révolutionne un peu la préparation physique dans sa manière de faire. Du coup, il se sent au top. Il a eu beaucoup de difficultés à un moment donné pour gérer la longe de ces grands détails qu'on avait, mais il a fini par les gérer correctement. Ceux qui ont vu les sparring de Mourad Ali avec Cyril, c'est correct, c'est bien. Thomas, le Slovaque, pareil, on a bien géré. Et puis, voilà, on a finalement voyagé, on est ici. Et il se sent archi bien. Là, aujourd'hui, on est arrivé ici depuis 3 jours. Et là, on vient d'intégrer l'hôtel, vraiment les appartements où on est logé pour la fin de nuit. Donc, on a été testé. Si j'ai le truc vert là, ça veut dire qu'on a été testé négatif au Covid. Et donc, du coup, on est libre d'aller, de sortir maintenant et d'aller faire les courses avec les voitures de l'UFC et tout ça. Et franchement, ça va. Le combat va être un combat tendu, difficile, parce que, comme je dis encore, il n'y a pas 2 mecs comme Volkov. À l'UFC, il est archi particulier, il est très fort, il a du volume qu'il donne, mais je ne sais pas comment te dire, ça va. Je suis stressé parce que à chaque fois que l'un d'entre vous, les gars du Factory, vous combattez, j'ai la boule au ventre, mais je suis normalement stressé. C'est que je pense qu'on va bien s'amuser, quoi. Je pense que quel que soit ce qui se passe, il y aura du bon jeu. Et justement, en parlant du combat, Volkov, il comptabilise 41 combats au total, 33 victoires, dont 8 par défaite, contrairement à Cyril qui en comptabilise 8 en professionnel. Est-ce que tu penses que ça peut être un désavantage par rapport à l'expérience ou au contraire, on va dire un avantage au fait qu'il soit plus frais, qu'il n'a pas pris de dégâts, contrairement à Volkov qui a fait des grosses guerres, qui a déjà perdu par KO? Absolument, c'est un gros désavantage, le manque d'expérience. L'expérience, on parlait de Fight IQ tout à l'heure. Le Fight IQ,
quand tu n'es pas très doué comme Cyril Gane, tu le développes avec l'expérience. Ça veut dire que combat, lui, il a 8 défaites, il a 33 victoires, je ne sais pas combien. Donc, c'est un mec qui a une grosse expérience, qui a combattu au M1, qui a combattu partout. C'est un mec qui a couché des mecs comme Overeem, même si c'est le même, mais c'est un mec, Overeem, c'est un gars qui a du fight IQ, tu vois. Donc, si tu veux, il a contré au sol, il a contré le meilleur lutteur des poids lourds, Curtis. Genre, Curtis l'a fait tomber une vingtaine de fois, il s'est relevé. Ensuite, il l'a fait tomber Curtis Blade, qui est le meilleur lutteur. Il a même fait un renversement. Il a fait du sol avec Verdum. Il a même fait un renversement à Verdum. Ça montre combien de fois il est complet et combien de fois il est solide. Donc, si tu veux, je pense que l'expérience va beaucoup jouer dessus. Maintenant, ce qu'on a la chance d'avoir, c'est que on compense avec le fight IQ de Cyril. Le manque d'expérience qu'il a, l'intelligence vient combler. Je rajoute un peu mon expérience à moi pour anticiper. C'est-à-dire que la petite expérience que j'ai eu des combats, de la lecture de combat, fait que j'anticipe sur pas mal de choses. Je prépare pas mal de petits détails qui font que je sens où ça peut être piège pour lui et je lui dis d'éviter ce secteur où ça peut être piège pour lui. Et est-ce que tu penses qu'il y a plus de pression pour ce combat-là, vu que c'est un morphotype qu'il n'a jamais rencontré? C'est-à-dire que Cyril, je crois qu'il fait 1m93, 1m96, c'est bien ça. En général, on va dire il est bien tassé pour un poids lourd, mais sauf que là, il rencontre un mec qui fait, je crois, 2 mètres et quelques. Est-ce que ça va un petit peu jouer sur le fait que c'est un petit peu l'inconnu, quoi? Parce que même en boxe taille, je crois qu'il n'avait jamais affronté de gars plus grands que lui. Non, jamais. Jamais de gars plus lourds et plus grands que lui en même temps. Il ne l'a jamais fait. Maintenant, on sait que, comme je dis encore, cette allonge-là, en fonction de comment il va la gérer, il peut la compenser. C'est que des personnes petites de taille comme DC ont pu faire des choses incroyables en MMA avec la petite taille, justement, parce qu'ils savaient comment gérer un peu la distance et comment aller jouer avec des mecs comme Samson ou avec des mecs comme John Jones. Oui, c'est un avantage indéniable, c'est sûr, mais on verra bien comment comment lui, Volkov, va gérer avec l'adaptation qu'on a mis en place pour gérer son allonge. On verra bien. En tout cas, j'ai hâte d'être samedi. Une petite dernière question pour conclure ce podcast. Est-ce que tu penses que ce combat, il va le faire directement accéder au titre ou tout va dépendre de la performance? Parce que je pense au combat contre Zentrick. Moi, je pensais que ça allait directement le faire accéder au titre, mais on va dire, comme Dana White n'avait pas forcément aimé, on va dire, la gestion de Cyril, est-ce que tu penses que là, tout va dépendre de la manière? Ou ça va être vraiment du résultat qui va donner le title shot, quoi? Bon. Je te fais plaisir, je te dis à toi. Une exclu pour la AB Show. Une exclu pour la AB Show. Oui, je pense que c'est pas je pense, c'est quasiment on sait que si jamais on gagne ce combat, c'est parti pour la défense. C'est parti pour le titre en tout cas. Bah, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On sera devant notre écran, nous. Et juste pour un petit rappel, c'est à 22h la main card. Donc là, ils ont décalé les horaires par rapport à la France. C'est ça. Le combat, la Fight Card commence ici à 10h du matin. Et à 16h, l'événement est terminé. Donc, du coup, ça veut dire que chez vous, il sera 19h quand ça va commencer, puisqu'on a 9h de décalage. Et donc, je pense que le combat de Cyril va arriver vers 22h30, non, 23h par là. Et c'est une bonne chose parce que du coup, même ceux qui se couchent tôt pourront donner un peu de force à Cyril et tout sur RMC Sport. Et c'est une bonne chose pour nous. C'est gentil de leur part d'avoir décalé comme ça pour qu'on puisse. Bah, c'est super, comme ça, moi, ça m'éviterait de faire une autre nuit blanche. Bah, merci à toi, Fernand Lopez, de m'avoir accordé un peu de temps. Surtout que je pense que ça va être une semaine assez rude au niveau des médias et tout. Ça me fait plaisir. Non, c'est un plaisir partagé. Ce serait le contraire qui serait anormal.
Tu es quelqu'un qui a commencé à faire ton heavy show et je suis un grand fan de heavy show. Je suis beaucoup heavy show et je pense que tu fais une très bonne chose et dès que je peux aider pour te motiver et donner la effort dessus, je vais le faire. C'est une très bonne chose ce que tu fais parce que ce sont les médias comme toi qui développeront le MMA et qui le rendront un peu accessible à tout le monde. Et donc, encore merci et je te souhaite beaucoup de courage pour ton projet Heavy. Bon courage à vous en espérant voir la bonne nouvelle samedi. Ali, au plaisir de te revoir sur les Heavy Show. Allez, salut. À bientôt.